parle-nous du rang des négociations entre le Maroc et l'Algérie. Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'allais en parler hier demain dans une émission spéciale là-dessus. Vous m'avez précédé. Je vais partager avec vous ce que nous allons dire demain dans notre émission concernant les négociations autour du Sahara occidental, puisqu'aujourd'hui à Washington, pour 2 3 jours, il va y avoir un nouveau tour, un nouveau round, des nouveaux pourparlers qui seront organisés par les autorités américaines. D'abord, les négociations ne sont pas officiellement entre l'Algérie et le Maroc. Les négociations sont officiellement entre l'Algérie et entre le Maroc et le Front Polisario. L'Algérie et la Mauritanie et M. Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump dans l'administration américaine dans la région de l'Afrique, et a bien expliqué cela dans un récent entretien accordé à France 24. L'Algérie et la Mauritanie ont le statut d'observateur. Mais il ne s'agit pas d'observateurs neutres, ce sont des observateurs impliqués dans le conflit, puisque ce conflit du Sahara occidental a un impact sécuritaire, économique et diplomatique direct sur leurs intérêts. Ce que je trouve dommage et préjudiciable et malhonnête, c'est le silence des autorités algériennes. Les autorités algériennes sont totalement silencieuses. Totalement silencieuses. Elles ne parlent pas de ce sujet, de ces négociations. Elles observent un mutisme comme si les autorités ne participaient même pas. On sent une forme de gêne et de malaise. D'un côté, les autorités algériennes défendent bec et ongle l'indépendance du Sahara occidental. On a même abrité la création, on a même organisé la création de la Fédération sahraoui de football. L'Algérie s'accroche bec et ongle à la cause du Sahara occidental. D'un autre côté, elle va négocier dans un format qui privilégie, parce que les négociations américaines, la médiation américaine, elle a été claire et nette et précise dès le départ. L'objectif est de trouver un accord dans le cadre de l'autonomie, dans le cadre du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Les négociations ne visent pas à garantir un statut d'indépendance du territoire. Et Massad Boulos l'a encore répété. Je rappelle que Massad Boulos et l'envoyé personnel du président américain et le représentant personnel de la, Maison Blanche, de la présidence américaine de la Maison Blanche en Afrique et en Afrique notamment, pas au Moyen-Orient, parce que je pense que au Moyen-Orient, on lui a donné, au Moyen-Orient aussi, parce qu'il y a il partage cette compétence avec un autre Steve Witkoff, avec un autre conseiller à Donald Trump. Mais en tout cas, pour Massad Boulos, en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental, il a été clair. Les États-Unis d'Amérique favorisent la solution de l'autonomie comme il a été affirmé dans la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre 2025. Donc l'Algérie, les autorités algériennes, elles ont honte, les dirigeants algériens de Majid Tebboune, ont honte de dire j'ai accepté de participer à ces pourparlers pour faire plaisir aux Américains parce que les Américains me l'ont demandé, parce que les autorités américaines ont exigé cela à l'Algérie, comme ils l'ont exigé à la Mauritanie, mais le fait de participer à des négociations où l'option de l'indépendance a été écartée de facto, parce que les Américains, ils ont fait quoi? Ils ont demandé aux Marocains de travailler, de retravailler sur leur plan d'autonomie, qui était déployé sur 4 5 pages. Ils ont fait un document de plus de 40 pages. Les autorités marocaines ont fait un travail pour expliquer les modalités de cette autonomie qu'ils proposent aux Polisario et aux Sahraouis. Mais l'option de l'indépendance n'est pas retenue. Après, Massad Boulos, pour confirmer et pour obtenir de l'Algérie son accord de principe ou sa participation officielle, il a laissé une leçon, il a laissé une fenêtre ouverte. Si vous avez des propositions qui démontrent que le plan d'autonomie marocain n'est pas bon ou n'est pas correct, ou n'est pas adapté, ou n'est pas, comment dirais-je, n'est pas une solution viable, proposez mieux. Mais proposez dans le cadre d'une autonomie. Et là, nous sommes en train d'assister à une opacité totale au niveau de ces négociations. Bon, c'est clair, c'est des négociations sur un sujet sensible, il n'y aura pas de communiqué public pour l'heure. C'est des rangs de négociations, c'est des chapitres, c'est plusieurs étapes. Et je pense que les Américains ont imposé un agenda. Pour les Américains, je pense qu'il faut régler ce problème avant la fin de l'année 2026.
Je crois que pour l'Algérie, à un moment donné, le régime algérien doit être rationnel. Il doit être raisonnable. L'indépendance du Sahara occidental ne sera jamais actée. C'est un principe qui commence à être enterré. Et quand on voit ce qui se passe, on a accueilli hier nos amis maliens. Quand on parle des États aussi vieux, aussi anciens que le Mali et le Niger, comment ils sont ravagés par l'insécurité, le terrorisme et l'instabilité chronique parce qu'ils n'ont pas la capacité de se protéger eux-mêmes. Comment un nouvel État petit avec 300 000 ou 500 000 habitants comme le Sahara occidental pourrait exister ou pourrait survivre dans un environnement géopolitique mondial aujourd'hui très dangereux. Je crois qu'à un moment donné, l'autonomie renforcée, l'autonomie élargie serait la solution définitive à ce conflit. Réellement. Et je crois que l'Algérie, cette fois-ci, ne peut pas bloquer le processus. Parce que les Américains, l'administration américaine veut le solutionner, veut le régler afin de pacifier le Maghreb et donc de garantir la fin des hostilités entre l'Algérie et le Maroc et d'empêcher donc l'ingérence de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de d'autres puissances étrangères au Maghreb ce qui risque de menacer la sécurité de ses alliés qui sont les pays membres de l'Union européenne. L'hypocrisie des autorités algériennes autour de ce dossier doit être combattue, elle doit être repoussée. Maintenant, on doit absolument trouver une solution raisonnable à ce conflit. Les Sahraouis, on les aime bien, mais ils sont 400 000. Ils ne peuvent pas créer un État. Il y a du phosphate au Sahara occidental, mais ça ne suffira pas pour garantir, protéger une région très sensible, menacée, qui peut être menacée éventuellement par les groupes armés terroristes, par les réseaux de criminalité, par les réseaux les gangs ou les réseaux de trafic international de drogue. Ça risque d'être un narco-État, un État terroriste, ou la noyauté par les terroristes. C'est pas viable. C'est pas viable, Yashma. Ce n'est pas viable. Moi, je suis pas favorable au plan marocain à tout. Je suis pas pro marocain quand je dis ça. Je suis je suis réaliste. Je suis réaliste. Cet État n'a pas le moyen d'exister. Donc, sauf si l'Algérie veut créer un État au Sahara qui sera sous son égide, on a déjà notre vaste territoire, nous n'avons pas pu le protéger, l'assurer. Déjà, pour protéger notre vaste territoire, c'est un immense défi. Pour développer notre vaste territoire, c'est déjà un énorme défi. C'est un challenge extraordinaire. Alors, une autre question sur TikTok. Jawed, l'Algérie va-t-elle faire des efforts et se tourner aux énergies renouvelables? Oui, elle n'a pas le choix. Après, avec les énergies renouvelables, c'était une utopie en Algérie. On en parle depuis 2011. On avait fait un très beau plan depuis 2011. Et on en avait fait une émission, nous, sur Algérie Part. On avait expliqué comment l'Algérie, si elle avait appliqué un plan qui a été lancé, qui a été élaboré en 2011, on aurait pu maintenant produire la quasi-totalité de nos besoins en électricité depuis l'énergie solaire et les énergies renouvelables. Ce plan n'a jamais été appliqué correctement. Le problème des énergies renouvelables en Algérie, c'est qu'on fait beaucoup de politique, beaucoup d'annonces, et que ce dossier est géré par des bureaucrates et des technocrates qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun lien avec le terrain. On fait des plans, mais il n'y a pas des investissements derrière. Comme le gaz, on l'utilise pour fabriquer 99% de notre électricité, donc on est à l'aise. Comme on ne manque pas de gaz, les dirigeants algériens particulièrement, ont été feignants. Ils ont un complexe de feignantise, ils ont un complexe de nonchalance. Pourquoi aller vers le renouvelable alors que nous avons du gaz et ce gaz nous permet d'avoir de l'électricité plus facilement avec des centrales à gaz, des centrales électriques avec des turbines à gaz et c'est réglé. L'Algérie a investi dans les 150 milliards de dollars durant ces 20 dernières années pour améliorer constamment sa production d'électricité. C'est énorme. Si on avait utilisé cet argent pour les énergies renouvelables, on aurait pu produire minimum 50 à 60% de notre électricité depuis le solaire, par exemple. Mais on ne l'a pas fait et ça a été une grossière erreur. Pourquoi c'est une grossière erreur? Parce que d'abord, nous avons fait une connerie, c'est que nous avons pensé que le gaz était éternel. Le gaz n'est pas éternel. De deux, on a oublié que nous avons une croissance démographique importante. C'est qu'on va dépasser bientôt la barre des 50 millions d'habitants.
Et d'ici 2030, 80 milliards de mètres cubes de gaz. On est signalé à Jma'a sur TikTok. Prière de partager ce live. Voilà. Nous sommes très signalés sur TikTok. S'il vous plaît, partagez ce live sur TikTok et sur YouTube. C'est très important, Jma'a al-Khair. Signalez, partagez s'il vous plaît pour éviter les signalements. Donc le solaire ou les énergies renouvelables en Algérie, ils ne se sont pas développés parce que les dirigeants algériens ont choisi le choix de la facilité. Ils ont oublié ils ont sous-estimé l'importance de la croissance démographique et ils ont sous-estimé le déclin de nos réserves de gaz. Maintenant, quand ils ont échoué, quand ils ont compris qu'on est dos au mur, que 2030 c'est dans 4-5 ans et qu'à partir de 2030 on n'aura même pas assez de gaz pour exporter à l'étranger et qu'on aura besoin, qu'on va manquer cruellement de nos recettes au niveau d'argent et qu'on va manquer cruellement de devises, alors on se tourne en urgence vers les énergies renouvelables. Mais ce qu'on n'a pas pu développer en 10-15 ans, voire en 10-15 ans, on ne pourra pas le développer en 4-5 ans. Il faut une véritable volonté politique, il faut une nouvelle organisation. Il faut accepter réellement, de ne plus dépendre du gaz. Il faut comprendre que le gaz, notre gaz, n'est pas éternel et qu'il est en train de s'épuiser. Allez, on va choisir des questions sur YouTube. Ahlan wa sahlan. Allez, on va choisir une question sur YouTube. Ah là là. Alors, Wassim Bjorn sur YouTube qui nous dit parle-nous sur ce qui se passe en Algérie, sur le courant franco-berbériste en détresse qui a détruit le pays mais la vie ces derniers moments. Je vois pas, Wassim, je vois pas de quoi tu parles. Franchement, est-ce que tu peux me donner des explications et des exemples concrets? Comment le courant franco-berbériste a détruit l'Algérie? C'est une théorie qui me rappelle les dérives et la haine et la violence dont fait preuve le courant euh, le nationalisme conservateur, les fanatiques, les arabisants, les nationalistes algériens, arabisants, qui détestent tout ce qui est français, tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient de la berbérité, parce que pour eux, la berbérité, la mazérité est une invention de la colonisation et de la France et de l'Europe et de l'Occident, ce qui est complètement faux, puisque je rappelle aux Algériens et aux Algériens que nous sommes berbères bien avant que nous soyons arabes, que nous sommes berbères et amazighes bien avant que nous soyons musulmans, et que les berbères sont aussi anciens que ce monde, et que les premiers habitants de cette Algérie avant l'arrivée des arabes musulmans sont les berbères. C'est historiquement prouvé, documenté, qu'on le veuille pas. Celui qui n'aime pas cette vérité, qui n'aime pas cette réalité, n'a qu'à cogner sa tête sur un mur. C'est une réalité. Est-ce que c'est les franco-berbéristes qui ont ruiné l'Algérie? Bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a eu énormément de dirigeants algériens qui sont des simples arabisants, des bâtis, des nationalistes conservateurs, des fanatiques sur le plan religieux, des intolérants. Il y a eu beaucoup d'arabisants, il y a eu beaucoup d'arabophones, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de conservateurs religieux qui ont accédé au plus haut sommet de l'État algérien. Et ils n'ont pas eu un bilan beaucoup plus important ou beaucoup plus réjouissant. Donc, s'il vous plaît, le problème de l'Algérie, ce n'est pas l'idéologie, c'est le mode de gouvernance. Ce n'est pas l'idéologie. Ce n'est ni l'islamisme, ni le progressisme. Ce n'est ni la laïcité, ni le conservatisme religieux. Ce n'est ni les démocrates, ni les républicains, ni les nationalistes. Le problème de l'Algérie, c'est le mode de gouvernance. Le pays, il est mal géré. Je dis bien que le pays, il est mal géré. Le pays, il est mal géré, pourquoi? Parce que nous avons des décideurs qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet pour le pays et qui se contentent de faire des plans à court terme et qui se contentent de vouloir protéger, d'assurer la paix sociale pour se maintenir le plus longtemps au pouvoir et de ne faire aucun compromis pour assurer le développement du pays. Donc ça n'a rien à voir avec l'idéologie ou la pensée.
Ah, il y a une autre question sur le YouTube. Alors, quelqu'un qui s'appelle Go91, un abonné qui s'appelle Go9191 sur YouTube, qui nous dit: bonsoir, je découvre ton contenu, je te trouve intéressant, mais je ne te connais pas. Peux-tu me dire en quelques mots qui es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu pour ton pays? Merci, bonne vidéo. Bah, c'est très simple. Il faut aller juste sur à propos. Vous allez nous connaître. Nous sommes je suis journaliste. Je dirige un média qui s'appelle Algérie Part. On fait du journalisme indépendant. Ce qu'on veut, c'est d'informer notre opinion publique et notre population de la manière la plus correcte, la plus professionnelle, en fournissant une information fiable, une information correcte, une information indépendante qui permettra à nos compatriotes de se forger leurs propres opinions. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le développement, la démocratie et les droits de l'homme qui soient respectés dans notre pays, parce qu'on pense que si ces trois conditions sont réunies en Algérie, l'Algérie pourrait décoller économiquement. Allez, qu'est-ce qui se passe aussi sur TikTok? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur TikTok intéressantes? Une longue soirée, franchement, j'adore le qalbellouz. Est-ce que vous aimez le qalbellouz comme moi? Dommage que j'en ai pas ce soir. Je ressens un manque de qalbellouz. Alors, s'il y a des gens avec nous qui nous regardent, qui mangent du qalbellouz, prière de nous accorder ou de nous adresser une pensée, s'il vous plaît. Corsaire sur TikTok qui nous dit on devrait être à moins de 80 millions d'Algériens pour... Attendez. Attends, je vais répondre à Corsaire tout à l'heure. Milano, si demain un nouveau président te nomme ministre, est-ce que tu y vas? Ben oui, Milano, s'il y a un président sincère, honnête, si un président il est sincère, il est honnête, s'il a une politique qui correspond à mes valeurs et qui correspond à mon éthique et à ma vision de l'avenir de l'Algérie et à ma vision de ce que je souhaite pour l'avenir de l'Algérie, et s'il me donne une carte blanche, s'il me donne une véritable marge de manœuvre pour travailler, pour exécuter les solutions que j'ai envie de proposer à mon pays, oui, j'irai. Bien sûr, j'irai. Oui, j'aimerais bien assumer une responsabilité pour montrer l'exemple et pour dire, parce que notre travail à nous, on ne va pas se contenter que de constater les problèmes. Constater les problèmes en permanence, tout le monde le fait. Se plaindre, tout le monde le fait. Nous voulons être une force de proposition. À un moment donné, n'importe qui peut vous dire j'ai un problème. Mais pour être utile à son pays, à sa communauté, à sa population, à sa société, il faut proposer des solutions. Il faut proposer des solutions. Et pour pouvoir proposer des solutions, il faut accéder à des centres de décision. Oui, s'il y a un président sérieux, honnête, et qui pour moi est progressiste, qui est démocrate. Moi, encore une fois, je vous ai expliqué mes valeurs. C'est les 3D. Démocratie, politique de développement, respect des droits de l'homme. Si ces trois notions sont réunies, moi je fonce. Aucun problème. Je voulais répondre tout à l'heure à Corsaire sur TikTok qui m'a dit on devrait être au moins 80 millions d'Algériens pour faire au défi futur. Je suis Corsaire, je suis pas d'accord. Hein. On n'a pas besoin d'atteindre les 80 millions d'habitants. Déjà, à presque 50 millions d'habitants, on a pas mal de défis à relever. Déjà, on a énormément de défis à relever à 50 millions d'habitants. Un chômage très élevé, nous avons encore des villes déglinguées, on manque de transport en commun, on a une production nationale qui est faible. Pour atteindre 80 millions d'habitants, déjà à moins 50 millions d'habitants, on a des pénuries, on a des problèmes de réserve de change, on a une monnaie qui est instable, on n'est pas encore un pays émergent, on n'est pas encore un pays prospère. Ça sert à rien d'être à 80. En fait, la taille du marché domestique, elle est importante. Quand ce marché domestique, il connaît une certaine dynamique économique, il sert à booster une dynamique économique. Quand vous avez de la croissance et des emplois et une stabilité économique, c'est bien d'avoir un grand marché de 70 millions, de 80 millions. Ça crée de la richesse. Mais quand vous avez que de la misère et de la détresse, ça ne sert à rien. Halim Yarachi, si on choisit demain d'ouvrir des bureaux de change, est-ce qu'on a assez de réserves de change? Alors ça c'est très très bonne question parce que les partisans de la non-convertibilité du dinar nous posent toujours cette question à nous les partisans de la convertibilité du dinar. Quand on leur dit on veut une monnaie convertible, ils disent Abdo, tu es fou. Si demain tu rends le dinar convertible, tout le monde va aller acheter de l'euro, il n'y aura jamais assez d'euros. En réalité ce principe n'a pas de sens. Pourquoi ce principe n'a pas de sens? Imaginons demain,
on va expérimenter. Demain, on va dire, le dinar, il est convertible. Les Algériens vont tous aller acheter de l'euro. C'est pas possible. On va pas tous acheter de l'euro. Pour acheter tous de l'euro, on est 40 millions d'habitants et quelques. Ça veut dire que nous allons tous quitter l'Algérie ou nous allons tous fuir le pays. C'est pas vrai. D'abord, tout le monde ne veut pas acheter des euros. C'est pas vrai. Les personnes qui veulent acheter des euros, on peut dire, ils sont on a à peu près une évaluation bien précise. C'est 5 millions d'Algériens par an qui achètent régulièrement l'euro. Les personnes qui partent à l'étranger, qui voyagent, les entrepreneurs, les personnes membres de la classe aisée, ceux qui font les commerçants, les activités libérales, etc. Les Algériens qui habitent à l'étranger, qui rentrent et qui reviennent, les fonctionnaires de l'État qui ont des missions à l'étranger, enfin, des gens qui ont une certaine aisance, qui ont un certain niveau de vie et qui ont une connexion à l'étranger. C'est 5 millions de personnes, pas plus. Nous sommes un pays de presque 50 millions de personnes. On ne va pas tous acheter des devises d'un coup. Et même, imaginons, ok, tout le monde va acheter des devises demain. Il va se passer quoi? Il n'y a pas assez de devises. La valeur de l'euro va booster. L'euro va aller à 2000. Au lieu de 1 euro 280 dinars, il va être 1 euro 2800 dinars. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera tellement cher que les Algériens ne vont pas l'acheter. Et la monnaie va perdre de sa valeur. C'est vrai, on va avoir une grosse dévaluation. Cette grosse dévaluation, elle a des effets positifs. C'est quoi les effets positifs de la dévaluation? C'est que tu peux lancer une industrie pour exporter. Ton produit devient pas cher. Tu es compétitif sur le marché mondial. Tu peux tuer les Marocains et les Tunisiens. L'huile d'olive algérienne elle sera tellement pas chère qu'on peut exporter facilement par rapport à l'huile d'olive tunisienne. Exemple. Le phosphate algérien il peut être tellement pas cher qu'on peut concurrencer le phosphate marocain avec une monnaie très faible. Et cette dévaluation, elle va cesser à un moment donné. Les Algériens, ils vivent aussi en Algérie. Pour acheter du pain, pour acheter faire ses courses, ils ne peuvent pas utiliser l'euro. Donc le mythe que tout le monde veut acheter de l'euro ou du dollar pour se débarrasser du dinar, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À un moment donné, il va y avoir un rush. Comme il n'y a pas assez de réserves, ça va se stabiliser. On aura une monnaie faible. En fait, l'Algérie, elle est condamnée réellement. L'Algérie, elle est condamnée à avoir une monnaie faible. Si on veut être juste avec nous-mêmes, dinar il faut abaisser la valeur du dinar. Il faut la dévaluer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, parce qu'on est un pays qui peut être exportateur. Vu notre position géographique, vu la taille de notre marché domestique, vu le coût de l'énergie chez nous, plus notre monnaie elle est faible, plus on peut avoir un avantage pour attirer les investisseurs étrangers, pour attirer les projets industriels et pour exporter vers les pays. Regardez la monnaie de la Corée du Sud. Allez-y voir la différence entre le dollar et la monnaie de la Corée du Sud. Mais allez-y voir comment la Corée du Sud exporte énormément. Regardez comment le Vietnam a dévalué combien de fois le Vietnam a dévalué sa monnaie pour pouvoir exporter. La Turquie d'Erdogan l'a fait. La lira turque elle a été dévaluée à maintes reprises. Ça a créé beaucoup d'inflation en Turquie. Il y a eu une secousse, mais la Turquie elle a explosé ses exportations. Et puis quand on a une monnaie faible, le touriste il va venir. Un touriste quand il vient de l'étranger, avec 1000 euros, il va s'amuser, il va dépenser, l'Algérie va attirer des touristes, elle va attirer les investisseurs étrangers. Bon, j'ai d'avoir une monnaie faible. En fait, nous devons avoir une monnaie faible parce qu'on est une économie faible. Quand on sera une économie forte, on va avoir une monnaie forte. En Algérie, le dinar actuel, il est très fort par rapport à notre monnaie. Par rapport à la réalité de notre économie, il est très fort. 1 euro 150 dinars, c'est faux. C'est complètement faux. Il vaut pas, 1 euro ne vaut pas 150 dinars. Mais avec la croissance économique, tu n'as pas d'exportation diversifiée. Tu n'attires pas beaucoup de touristes. Mais avec une économie de services tournée vers les exportations. Tu n'as pas de production de biens et de services. Mais ta monnaie, elle est forte. Et puis, je suis désolé, parlons du Maroc. Regardez le dirham, comment il est fort. Il est tellement fort que ça crée de la misère. Hein. On dit souvent qu'une monnaie faible, elle crée de la misère. Une monnaie trop forte crée de la misère. Au Maroc, le Maroc, il est plus cher que l'Espagne. En termes de courses, les restaurants à Casablanca, dans les grandes villes marocaines, les Airbnb, les hôtels. L'Espagne, elle est moins chère que le Maroc. Comment se fait-il alors que l'Espagne, c'est l'euro? Le dirham, il est surévalué. 1 euro 10 dirhams, etc., c'est extrêmement surévalué. C'est vraiment surévalué.
C'est un choix politique qui n'est pas rentable pour le Maroc. Et d'ailleurs, le Maroc, il est obligé de s'endetter en permanence pour pouvoir soutenir ses équilibres macroéconomiques. Sa monnaie, elle est trop forte. En réalité, une monnaie trop faible ou trop forte, c'est pas bon. Une monnaie, elle doit correspondre à sa véritable valeur, c'est-à-dire à la réalité de son économie. Moi, je suis pour la convertibilité du dinar et pour sa dévaluation. Et vous allez voir que le Kemdir, la dévaluation du dinar pendant 3 4 ans, on va souffrir au niveau de l'inflation à un moment donné, mais on va gagner, on va augmenter les salaires, on va augmenter la productivité, on va attirer les investisseurs étrangers, on va créer des usines. Et ça, c'est important. Allez, une question sur YouTube. Allez. Allez, l'équipe de YouTube, vous êtes fatigué un peu ce soir. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des questions pour continuer à débattre? Les négociations entre l'Algérie, entre le Maroc et le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, on en a déjà parlé. C'est une question qui revient très souvent. Il y a beaucoup. Marhaba bekoum. J'ai du mal à lire toutes les. Il y a tellement de messages, il y a tellement de commentaires. Arnaud 14 610. L'Espagne a connu une crise économique qui se relève doucement. Attends, je vais répondre à une autre question, après on va parler du modèle espagnol. Juste en bas, nous avons NR Jorav, NR Jonraf, 59-53, qui nous dit tu es un opposant politique, au lieu de prendre l'exemple sur le Maroc, tu le Fabizidi, je n'ai pas compris, franchement. Je n'ai pas compris ta question. Je prends exemple sur le Maroc, quand le Maroc fait des belles choses. Quand le Maroc fait de mauvaises choses, il faut les dire. C'est tout. Donc je n'ai pas compris très bien la question. Avant de parler de l'Espagne, peut-être on devrait prendre une autre question. Alors, Doc Famille 815, laisse le Maroc un peu tranquille, s'il te plaît. Je ne sais pas, en parlant du Maroc, est-ce que j'ai empêché les Marocains et les Marocains de dormir? Ya Latif, Ya Latif. Yakoto, selon des études, on aurait un PIB de 400 milliards de dollars en incluant l'informel. Hadi Malabi, j'aimerais bien que vous me montriez ces études, de quoi, elles sont où ces études? Ah non, mais je tombe chez les études. Je vous la vérité, je n'ai pas vu. Ce que je sais, c'est que Abdelmajid Tebboune veut à tout prix atteindre les 400 milliards de dollars de PIB en se basant sur un calcul statistique, arithmétique, qui est le rebasage. Bon. Alors, soyons directs. Il va sans dire que l'informel est une production de richesse. Le secteur informel, c'est pas parce que je ne paye pas d'impôts que je ne produis pas de richesse. C'est pas parce que je ne paye pas la TVA que je ne produis pas de richesse. L'informel est une richesse qui échappe au contrôle fiscal de l'État. C'est ça ce que c'est l'informel. C'est-à-dire que ce sont des recettes fiscales qui échappent à l'État. Maintenant, est-ce que l'informel en Algérie, c'est quoi l'informel en Algérie? Est-ce que l'informel en Algérie va permettre au PIB, à la richesse annuelle, d'augmenter significativement? L'informel en Algérie, il est dominé par quoi? Par le commerce. Par le commerce. L'informel en Algérie, c'est quoi? C'est le commerce, c'est l'agriculture et un peu le BTP. Mais essentiellement le commerce. C'est le bazeta, c'est les bazars, c'est les commerces de gros, les commerces de détail, c'est tablettes, c'est les marchés. Or, le commerce informel, d'où est-ce qu'il prend ses marchandises? C'est essentiellement des marchandises importées, tel kaba, ou de la contrebande, ou des importations, et quelques produits nationaux. On n'a jamais fait une étude approfondie sur l'informel en Algérie. L'informel en Algérie, de quoi il vit? Il vit que du commerce. Vous avez l'agriculture, des personnes qui ne sont pas déclarées, qui travaillent à l'informel, et vous avez le BTP. Mais c'est essentiellement le commerce, et le commerce, c'est des produits étrangers.
Vous avez des pays où l'informel, c'est des usines. Vous partez en Chine, dans quelques pays asiatiques, auparavant, dans la Chine d'avant, pas maintenant, dans la Chine des années 90, vous avez des usines qui étaient dans l'informel. Jusqu'à aujourd'hui, en Chine, vous avez des usines spécialisées dans les marchés, les produits contrefaits. C'est de l'informel. C'est ça, c'est de l'informel qui crée des richesses. C'est pas le cas de l'Algérie. L'informel algérien ne crée pas de richesse. L'informel algérien, il fait du commerce de produits importés essentiellement, ou de produits localement produits, mais qui sont à faible valeur ajoutée. Si on avait des usines entières dans l'informel qui fabriquent des marchandises et qui ne payent pas d'impôts, etc., je peux dire que c'est une création de richesse. Donc, quand on va inclure l'informel algérien dans le PIB, c'est des services. C'est pas une création de richesse. Donc, c'est une richesse qui n'a pas de sens, qui est artificielle. C'est quoi la richesse? Sur le plan économique, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est transformer une matière en un produit à valeur ajoutée et le commercialiser sur un marché. Ça, c'est une richesse. Je prends une matière première, le verre, je fabrique un verre et je le vends sur le marché. Ça, c'est de la richesse. Mais quand je prends ce verre importé de l'étranger, ou là que quelqu'un me l'a vendu et je le vends en informel, sans payer des impôts, c'est pas une richesse. Moi, je suis une richesse. Donc, en Algérie, les usines de verre, ils sont majoritairement déclarés, soumis et contrôlés. L'informel en Algérie, c'est le commerce. Donc, on va gonfler le PIB algérien avec du commerce en dinars, avec une valeur de dinar qui sera forte, et on va dire, ah, il y a 90 milliards de dollars qu'on va intégrer, qui sont dans l'informel et qu'on va intégrer dans le calcul des richesses nationales. D'abord, c'est pas l'équivalent de 80 milliards de dollars, c'est en dinars, c'est pas en dollars, c'est complètement faux. C'est avec un dinar fort. On ne va pas calculer le dollar selon sa véritable valeur dans le marché informel, c'est au niveau de la bourse, de l'offre et de la demande, de la loi de l'offre et de la demande. On va convertir selon le taux de change officiel. Et c'est pas de la richesse, c'est du commerce. C'est des produits, souvent les produits locaux, par exemple les produits locaux qui sont vendus dans l'informel en Algérie. Le fabricant, il a payé déjà des impôts, les a déjà déclarés. C'est le revendeur qui ne paye pas les impôts, qui ne les déclare pas. Donc c'est une richesse déjà déclarée. Les produits, par exemple, un téléphone Condor. Téléphone Condor, c'est pas pour faire de la publicité à Condor, que je vais vendre en informel. Condor, quand il a sorti de l'usine, il a déclaré à l'État, il a payé des impôts dedans. Il a payé des impôts là-dessus. Il a payé des taxes. Donc moi, quand je vais revendre un téléphone Condor, je ne crée pas de richesse. J'utilise un produit, il va de main en main, ça fait de l'informel, c'est du commerce non déclaré. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts là-dessus. Voilà. C'est des pertes fiscales, mais ce n'est pas une création de richesse. Donc c'est un mensonge de dire que l'informel en Algérie est une création de richesse. L'informel en Algérie, c'est une soupape de la société. C'est une manière d'échapper au contrôle de l'État. Ça permet à des gens de vivre, d'arrondir leur fin de mois et de vivre plus ou moins dignement sans reverser quoi que ce soit à l'État. Donc c'est complètement... le PIB à 400 milliards de dollars, c'est un mensonge, c'est une invention idéologique, ni plus ni moins. Alors, on va prendre sur TikTok maintenant. Alors, Ronnie sur TikTok. Salam Abdou, que penses-tu de la relation instable entre le Maroc et l'Algérie? Ah, j'en pense que du mal, mon cher, j'en parle chaque jour. Je suis malheureux quand je parle des relations entre l'Algérie et le Maroc. C'est malheureux d'en arriver là. Je dis tout simplement, c'est malheureux. Encore une fois, deux pays. Il y a très peu de cas. Je crois que, soyons maintenant, analysons le monde aujourd'hui. Donnez-moi deux pays aussi semblables, aussi proches, sur le plan de la langue, sur le plan de la religion, sur le plan de la composition ethnique de la population, sur le plan de la composition sociale de la population, sur le plan de l'histoire et du patrimoine, qui soient aussi proches que l'Algérie et le Maroc, mais qui sont en conflit. Prenez la Thaïlande et le Cambodge, c'est des pays asiatiques, mais c'est deux pays différents. Ethniquement et religieusement sont très différents. Les Algériens et les Marocains, ethniquement, spirituellement, religieusement, sont très proches. Des pays berbères, des pays arabes, des pays musulmans.
et des pays de l'Afrique du Nord et des Maghrébins. Beaucoup d'histoires communes, beaucoup de géographie commune. Entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa, il y a des conflits en ce moment. C'est des ethnies différentes, avec des spiritualités différentes, avec des religions différentes. Entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est des ethnies différentes aussi, la même chose. Mais là, c'est des cultures différentes. Mais l'Algérie et le Maroc, ils sont non seulement voisins, mais c'est la même histoire. Bien sûr, monarchie au Maroc, république en Algérie pour des considérations historiques, mais dans la longue et millénaire histoire du Maghreb, il y avait des royaumes communs, des États communs, des frontières communes, une population commune. Je le dis toujours, le conflit algéro-marocain, c'est le conflit le plus débile de l'histoire du monde. C'est absolument le conflit le plus débile, parce que ce sont les deux pays les plus complémentaires. L'Algérie et le Maroc, c'est les pays les plus complémentaires. Ils ont tout intérêt à s'entendre. Et en soldant leurs différends et leurs malentendus, ils peuvent devenir tous les deux des puissances importantes. Des puissances locales et régionales et internationales. Parce qu'ils ont tout pour se compléter. Le Maroc avec son agriculture, l'Algérie avec son énergie, le Maroc avec son phosphate, l'Algérie avec son gaz et son pétrole, le Maroc avec son savoir-faire industriel, l'Algérie avec son savoir-faire pétrochimique, etc. Le Maroc avec son savoir-faire touristique, l'Algérie avec son savoir-faire culturel, etc. On est complémentaires. C'est vraiment le conflit le plus débile. C'est un conflit débile. Il peut se régler rapidement. Il suffit juste que les décideurs des deux pays acceptent de le régler, acceptent de dépasser leur rancœur, et surtout, il faut que les deux pays ne se laissent pas manipuler, entraîner par des puissances étrangères. Les Émiratis par là, les Israéliens par là, les Français par là, les Chinois et les Russes par là, les Saoudiens et les Qataris par là. Tout le monde profite et surfe sur le problème algérien. Après qu'il y ait des rivalités, bien sûr. Qu'il y ait des concurrences entre nous et les Marocains, bien sûr. Et tant mieux. La concurrence, elle est saine. Regardez l'Allemagne et la France, deux pays complètement différents, deux langues différentes, deux histoires différentes, des siècles et des siècles de rivalité, de guerre, etc. Ils ont réussi à faire la paix. Ce conflit fait mal au cœur. En fait, ce n'est pas un conflit entre pays voisins, c'est un conflit entre frères. C'est ça ce qu'on veut pas entendre. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas dire. C'est un conflit entre frères. Allez, une autre question sur YouTube. Il est 23h23 l'équipe. On va rajouter 10 minutes. Et on va mettre fin à ces lives. 1h30. Je pense que c'est le temps d'un match de football. Ça peut être intéressant. Alors, une question sur TikTok. Oh, alors je sais pas comment il est. C'est une insulte. Je vois pas pourquoi c'est Al-Khali, parasite de l'Afrique. Franchement, c'est une insulte. Je demande au modérateur de faire plus attention. Hein. C'est complètement malheureux. Des insultes, etc. Moi, je déplore la folie des réseaux sociaux, le déchaînement de haine, etc. Ah, j'ai vu une question intéressante. Béchir sur TikTok, comment expliques-tu le problème des déchets dans l'espace public algérien? C'est le civisme. Le civisme, oui, Béchir. Les Algériens et les Algériens jettent des ordures à longueur de journée. Alors que dans les pays développés et les pays structurés, on sort ces poubelles ou le matin ou le soir. En Algérie, on les sort à chaque jour. Et en fait, les Algériens et les Algériens, ils ont une conception de la propreté qui est bizarre. Il faut être propre chez soi. Mais dehors, on peut polluer, etc., on peut salir. C'est vraiment malheureux. Les pouvoirs publics algériens ont fait des efforts, il y a eu des stratégies, etc. Et puis le problème de la gestion des déchets publics en Algérie. On a une industrie de récupération des déchets qui est encore faible. Voilà un secteur où l'Algérie pourrait gagner beaucoup de points de croissance. L'industrie de la récupération des déchets. On a essayé avec les déchets ferreux et non ferreux, ça a marché. Ensuite, le secteur a échappé au contrôle de l'État, il y a eu pas mal de dérives. Mais la récupération des déchets, elle est importante. On n'a pas des centres d'enfouissement technique très modernes. On n'a pas des décharges publiques modernes, gérées avec les nouvelles technologies, on n'investit pas assez. Les déchets, ça peut être une source de richesse.
Aujourd'hui, il y a des pays développés qui produisent l'électricité avec leurs déchets. On peut réexporter des matières premières comme le plastique, le verre, le cuivre, etc. depuis nos déchets. Les pneus, il y a énormément il y a tout un écosystème industriel qu'on peut développer autour de ce secteur qui a été malheureusement négligé à un moment donné en Algérie. Il y avait les récupérateurs de plastique qui ont recruté, qui ont créé beaucoup d'emplois, dont certains étaient même dans l'informel, dans des petits ateliers, etc. Ils faisaient récupérer le PEC, le plastique, ils le revendaient, etc. Mais voilà, ça c'est des petits ateliers, on aurait pu créer une véritable industrie très développée avec ça. Et malheureusement, l'Algérie a raté le coche. Alors, sur YouTube, Sophie Holt 33102. Sur la politique extérieure algérienne, est-ce que la Turquie influence l'Algérie? Oui, absolument. Avec Tebboune, il y a une grande influence turque. La Turquie a joué un rôle important dans la dégradation des relations entre l'Algérie et la France. La Turquie a beaucoup entraîné Abdelmajid Tebboune dans le bras de fer avec la France. La Turquie, elle a beaucoup influencé l'Algérie dans la question d'agissant du dossier syrien. La Turquie essaye d'influencer beaucoup l'Algérie dans le dossier de la crise libyenne. Il y a une influence, absolument, il y a une influence, et malheureusement, Abdelmajid Tebboune est souvent prisonnier de certains jeux d'intérêt turcs. On voit comment les Turcs essaient de se rapprocher du maréchal Haftar, pendant que l'Algérie continue à pratiquer une politique hostile, agressive et très brutale contre le maréchal Haftar. Alors, les Turcs, qui étaient les premiers qui ont intervenu militairement en Libye contre le maréchal Haftar pour l'empêcher de prendre Tripoli, eux ils se rapprochent de lui, ils essayent de garantir leurs intérêts. Après nous avoir mis la pression, les Turcs, pour qu'on soit à leur côté pour soutenir le gouvernement de Tripoli, eux ils n'ont pas raté la première occasion pour aller faire des deals avec le maréchal Haftar. Les Turcs sont malins, ils sont manipulateurs. Ils ne privilégient que leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ont complètement raison. Vous connaissez bien cette citation de Winston Churchill, je crois, elle a été en tout cas attribuée, imputée à Winston Churchill. Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a que des intérêts éternels. Sauf qu'avec le régime Tebboune, on ne construit pas ces relations sur nos intérêts, sur des amitiés conjoncturelles. Les Turcs l'ont soutenu, ils ont reconnu sa légitimité, ils l'ont aidé, ils ont collaboré avec lui sur le plan sécuritaire, ils ont investi un petit peu, quelques sous en Algérie, ils ont pris beaucoup de sous aux banques algériennes, et ben Tebboune et les sous leur ont pris. Il adore les Turcs. Il pense que la Turquie, la véritable amie, d'ailleurs il se réveille, il commence à se réveiller maintenant. Pourquoi il se réveille? Parce qu'il voit bien comment la Turquie, elle joue double. Elle est l'amie de l'Algérie, mais elle vend des armes sophistiquées au Maroc. Elle est l'amie de l'Algérie, mais elle aide et elle accompagne, elle vend des armes à la junte, aux militaires maliens qui insultent, qui dénigrent jour et nuit l'Algérie. Tebboune a bien vu comment les Turcs sont en train de manœuvrer avec les maréchals Haftar en Libye. Regardez comment Erdogan se rapproche des Émirats. Alors que les Turcs nous ont poussé à intégrer leur axe Doha, Ankara, Alger contre le axe Abu Dhabi, Tel Aviv et Rabat, mais regardez maintenant les Turcs, comment ils font les yeux doux aux Émiratis, ils essaient de faire des grands projets avec les Émiratis. Pendant que Tebboune al-Bahlaib aux Émiratis, il a appliqué une politique très hostile aux Émiratis sans rien obtenir, sans rien obtenir de concret. Les Turcs font preuve, ils essayent de véhiculer au niveau de leur politique étrangère l'image d'un pays musclé, souverainiste, qui veut imposer sa puissance, qui n'hésitent pas à lancer des bras de fer, mais en réalité, ils sont pour le compromis, pour la souplesse, et donc quand il y a des intérêts financiers et économiques, ils font des concessions. Alors que Tebboune, lui, il se donne chaud, et fait des conflits très brutaux, il fait usage de l'agressivité, alors qu'il y a d'autres manières beaucoup plus utiles pour assurer, et beaucoup plus efficaces pour assurer nos intérêts. Et quand il y a des préjudices financiers et économiques importants pour l'Algérie, il se réveille trop tard. Malheureusement, il y a une influence malsaine. Effectivement, je le confirme. Allez, notre question sur YouTube. Et après, on va terminer avec une question sur TikTok.
et on va vous dire au revoir. Yakoto, c'est les banques recevaient tout l'informel, ça serait un grand changement pour cela, il faut mettre en place une monnaie numérique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yakoto. Merci, Yakoto. Mais vraiment, merci pour ta lucidité. En Algérie, il faut éliminer l'informel. On élimine l'informel. Mais comment? Comment? Pourquoi les gens sont dans l'informel? Parce que les salaires et les revenus dans le secteur formel sont faibles. Et qu'en Algérie, tout le monde paye un impôt à la source. C'est le fameux ERG qui prend une partie de ton salaire. Peut-être pas une importante partie, mais une partie. Donc les gens, ils veulent aller vers l'informel parce qu'il y a plus d'emplois dans l'informel que dans le formel. S'il y avait des emplois bien payés, bien rémunérés dans le formel, avec des évolutions salariales, les gens ne vont pas rester dans l'informel. Et puis, pourquoi on est dans l'informel? Parce qu'on a une économie qui est sous-développée, il n'y a pas beaucoup de banques. Demain, on va éliminer l'informel. Le cash, on veut récupérer tout le cash. Qui va récupérer le cash? Normalement, les banques. On a des banques insolites. Combien d'agences bancaires nous avons? Combien de banques en ligne nous avons? Quelle est leur performance? Quel est le niveau de confiance qu'ils inspirent à la population? Nada, rien du tout. Rien, nada, ما كاش خرطي. ما عندناش des banques, عندنا des caisses. L'Algérie doit créer 10 nouvelles banques. Attirer des banques étrangères, créer des banques en ligne, numériser, créer une monnaie numérique. Je suis d'accord avec Yakuto. Si on a lancé le paiement mobile, comme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, on va réduire l'informel. Laissez les Algériens et Algériens payer avec leur crédit téléphonique, leurs courses, leurs factures, etc. Vous allez voir comment on va récupérer beaucoup d'argent. Par exemple. Il y a des solutions. Demain, on va parler des paiements numériques, justement. On vous prépare une belle émission avec des chiffres et des statistiques. C'est des chiffres, on parle d'augmentation. Mais les Algériens, ils payent quoi en ligne? Ils vont payer l'ADL, ils payent les factures d'électricité, les factures de... C'est tout. Les Algériens payent en ligne quand c'est obligatoire ou c'est utile de payer en ligne. Donc, ils ont envie de payer. Pardonnez-moi, ils ont envie de payer en ligne. Mais on ne leur donne pas les moyens. Algérie Post, c'est le premier établissement financier en Algérie. Mais transformons-le en banque, puisque la première carte bancaire utilisée en Algérie, c'est la carte Dahabia. Qui fait un établissement qui n'est pas bancaire, il émet la carte de paiement la plus utilisée dans un pays. C'est anormal que Algérie Post devienne une banque avec la possibilité de faire des crédits, donner des crédits et de proposer des services financiers. Et vous allez voir que ça va marcher. Si on réforme nos banques, et si on crée un dinar numérique, et si on lance le paiement mobile, et on généralise le paiement en ligne, déjà on va énormément affaiblir l'informel. Allez, une dernière question pour TikTok. Allez, une dernière question pour TikTok, et je m'attends, et on termine là-dessus. Ah, Béchir. Alors, Béchir. On termine par ça, Béchir. Quel est le chef d'inculpation retenu contre le jeune Kabyle qui a porté le maillot du Maroc? Atteinte à l'unité nationale. Ouais. Ah, c'est de porter le maillot d'une équipe de football, c'est une atteinte à l'unité nationale. Comment l'unité de l'Algérie peut être affaiblie, ou elle peut être menacée, ou elle peut être compromise quand un jeune de 22 ans va porter le maillot de l'équipe nationale. Moi, je suis parti une fois au Maroc, et à Casablanca, il y a de cela quelques années, il y avait un jeune dans un parking qui portait le maillot du Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'il a menacé pour autant l'intégrité territoriale du Maroc? Bien sûr que non. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous avons encore une fois des juges en Algérie qui sont des esprits malveillants, des idiots, inutiles, tout simplement des gens avec une cruauté ou dotés d'une cruauté sans pareil. Leur seul objectif, c'est de s'emparer des sujets qui suscitent le buzz ou qui touchent à la ligne politique du régime
à savoir la lutte contre le Maroc, la lutte contre les activistes du Hirak, l'acharnement contre tout ce qui est opposant, tout ce qui est liberté d'expression sur les réseaux sociaux, tout ce qui est forme d'opposition démocratique. Donc les juges, donc, donc, quand il y a des dossiers qui tombent entre leurs mains, qui concernent ce genre d'affaires, ils font preuve d'un excès de zèle incroyable. Un excès de zèle incroyable. Et ils envoient tout le monde en prison, ils condamnent à la prison ferme des délits d'opinion. Parce que quelqu'un qui porte un maillot, c'est une opinion. C'est comme le Maroc quand il a condamné un influenceur algérien pauvre pour une blague sur les réseaux sociaux, ils l'ont condamné à la prison ferme. C'est aussi une dérive, c'est aussi un dérapage. Quand il y a des dérives et des dérapages au Maroc, nous le dénonçons. Quand il y a des dérives et des dérapages en Algérie, nous le dénonçons. Ça s'appelle le journalisme honnête, le journalisme neutre, et ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle, et ça s'appelle l'intégrité morale.